voulais vous dire, je suis très content quand on parle de la formation professionnelle. Moi qui viens d'un milieu, plutôt le milieu, ce qu'on appelle les affaires sociales, un terme qui est, qui est plus ou moins révolu, où j'ai travaillé dans le domaine de santé mentale, des enfants en difficulté, pédopsychiatrie. Et beaucoup de monde se demande, se dit, mais comment se fait-il, vous avez abouti en CSGA, en formation professionnelle? Je vais vous faire une histoire très, très courte. C'est que j'ai vu que vos milieux, vos écoles, j'ai rencontré des gens qui ont montré de la résilience grâce à votre contact, à votre relation. Alors, je ne viens pas, je viens un peu comme quelqu'un qui est arrivé par surprise, des gens qui m'ont témoigné. J'ai eu le privilège d'avoir des témoignages de personnes qui ont passé chez vous, qui ont établi des relations, des rapports, des liens, puis ont dit, la formation professionnelle, tel enseignant a été important pour moi. Et ça m'a éveillé, un peu comme Boris Cyrulnik, ceux qui connaissent le grand psychanalyste français qui a travaillé sur la résilience. Ça m'a éveillé sur ce milieu-là. Et pendant des années, j'ai eu à travailler, à rencontrer des gens en CLGA, l'éducation des adultes, et la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, vous savez, il y a à peu près 10 ans, quand on parlait de relations pédagogiques ou relations andragogiques, j'aime mieux parler de relations andragogiques, un terme qui, je pense, s'applique davantage à vous, et on pourra peut-être déjà jeter des germes aujourd'hui de c'est quoi la relation, c'est quoi l'approche andragogique comparativement à l'approche pédagogique. Il y a 10 ans, certains termes, milieu de vie, le lien, la relation, c'était des termes qui étaient plus ou moins adoptés dans vos milieux. Et on s'est aperçu qu'à un moment donné, bon an, mal an, tranquillement, et même dans les formations à travers la province, j'ai eu le privilège, comme actuellement j'arrive dans le coin d'Amqui, j'ai fait Bécomo à 2 reprises, j'ai fait l'Abitibi. Est-ce qu'il y a des gens d'Abitibi? Du secteur nord, les Abitibiens. Bon, bonjour aux Abitibiens. Et la formation professionnelle a commencé à élaborer un nouveau vocabulaire, lien d'attachement, le rapport élève-enseignant. Le but de la présentation, c'est de voir une mutation, un mouvement, un changement qui est en train de s'opérer, pas seulement ici au Québec, mais en France. Alors, ceux qui aiment et celles qui aiment faire des lectures, je vous donnerai le livre par après, aussi tantôt, par Bernard Chaloux, sociologue d'éducation en France. Un autre auteur, Aziz Gelab, qui ont travaillé beaucoup, eux, dans ce qu'ils appellent les lycées professionnels, et qui nous donne un peu le ton, la couleur maintenant de la formation professionnelle à travers l'Europe, et qui nous donne aussi le ton, la même tendance qu'on observe ici, dans notre province, chez nous. Soit dit en passant, quand je rencontre les gens de la formation professionnelle, je vois des gens de cœur, des gens de couleur, des gens qui ont du cœur, même souvent si, en apparence, il y a des résistances et des malaises. Parce qu'effectivement, avec ce qui s'en vient, avec les besoins pluriels de nos élèves, ça peut créer, c'est normal, un certain choc, une certaine réticence. Moi, je suis venu pour enseigner, moi, je suis un expert. Puis là, on me demande d'être un enseignant formateur. Je ne comprends pas. Et ça, je trouve ça tout à fait normal, cette réaction-là. C'est de ça aujourd'hui que je vais aborder avec vous, qui vont être des pistes, des éléments de réflexion, des éléments peut-être chocs, des éléments qui vont faire appel à votre lumière, parce que vous avez été engagé pour la lumière, l'expertise, mais on va essayer d'y mettre de la chaleur, l'affectif, OK? Et vous allez voir que notre nouvel enseignant en formation professionnelle, comme en particulier, va être avec des styles, et c'est ce qu'on va terminer aussi l'entretien, c'est maintenant quel sera l'enseignant ou quel enseignant qu'on veut maintenant pour répondre aux besoins pluriels de nos élèves. Au fond, aujourd'hui, ça va être une réflexion, c'est qui sont nos élèves aujourd'hui et leurs attentes éducatives. On va parler d'attentes éducatives, OK? Et à quel rôle sommes-nous interpellés dans notre rapport à eux? Au fond, à quel type d'enseignants-enseignantes sommes-nous interpellés maintenant? OK? Encore une fois, je sais que dans bien des milieux que j'ai rencontrés, on parle beaucoup qu'on est en train de travailler notre mission éducative, notre projet éducatif. Et cette réflexion-là qu'on va faire, à partir de ce que cette tendance-là est en train de se propager à travers le monde, va vous aider dans cette réflexion-là.
Un contexte, je pourrais vous parler de précarité, d'incertitude économique. Je pourrais parler d'un monde où il y a beaucoup de l'accélération. Entre autres, s'il y en a qui aiment faire de la lecture sur l'accélération du changement social et des effets de l'accélération, je vous réfère à un auteur, un philosophe allemand, Hartmut Rosa, sur l'accélération sociale et les changements. Au fond, pour donner un peu un ton à ce livre-là qui nous parle maintenant des réalités présentes, des réalités, des contextes sociaux, économiques de ce que nous vivons. Lui, il fait référence à une métaphore. Il dit, à un moment donné, dans les régimes totalitaires, il dit, on a des gens qui ont peur. Le régime totalitaire, on a peur, et qui fait que la nuit, on dort mal parce qu'on a peur que quelqu'un va venir nous chercher, va nous incarcérer, va nous emmener à la prison. Dans les pays modernes, chez nous, c'est l'angoisse. Moi, j'appelle ça l'angoisse flottante, qui fait qu'à un moment donné, notre sommeil est difficile, qu'on peut se réveiller à plusieurs fois. L'angoisse sur l'incertitude, l'angoisse sur le malaise. Charles Taylor parle même d'une société qu'on serait en souffrance, en souffrance sociale. Et nos élèves, n'oublions pas, et c'est quelque chose que je suis en train de préparer sur la reconnaissance de nos élèves, n'oublions pas que beaucoup de nos élèves arrivent avec une souffrance de manque et d'absence, pour ne pas dire de reconnaissance négative. Ça, n'oublions ça jamais. Je pourrais même dire, ce que j'ai oublié peut-être de dire préalablement, ce qui m'inspire, ce qui va m'inspirer, et toujours par rapport à vous rencontrer comme en formation professionnelle, c'est aussi mes muses. Gisèle, 63 ans, une grande amie, qui est coiffeuse, propriétaire de 3-4 salons de coiffure à Montréal pour artistes. C'est une femme qui est extraordinaire. Mais quand on lui dit « Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la politique? » « Ah, moi, je ne pense à rien, pas assez instruite. » OK? Mon chum Clément, mon 4e voisin, à qui, à tout bout de champ, je lui demande de donner un coup de main, qui vient me voir il y a 2 semaines, qui me dit « Alain, il dit, on m'a demandé d'être président à FADOC. » Vous savez ce que c'est, FADOC? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. FADOC, c'est les personnes âgées. Il dit « Je ne me vois pas là. » Il dit « Moi, je peux faire du ménage, je peux faire du... » Pourquoi Clément? Pourquoi pas Clément? Okay? Souvenez-vous ces 2 personnes-là. Et mes étudiants à l'université, parce que je suis à la retraite depuis le mois de septembre, des étudiants à l'Université du Québec, même quand j'en avais aussi à Laval, qui ont passé par la formation professionnelle, qui étaient des serveuses, qui étaient des barmaids, qui étaient des personnes qui avaient un DEP en différents niveaux, et qui, à un moment donné, se ramassent à l'université en train de faire un certificat et qui me disent, pendant des années à tout bout de champ, je ne pensais jamais, M. Drolet, d'être capable d'aller à l'université. Moi, ça me faisait souffrir parce que je savais cette espèce d'indignité intellectuelle que vos élèves et que vous-même, vous-même peut-être comme enseignant, qu'on est venu vous chercher, vous avez passé aussi comme manuel, que vous avez pu vivre à ce niveau-là. Ça, n'oubliez jamais ces personnes-là et l'indignité intellectuelle. Or, ce qui fait que, en parlant du contexte, les gens arrivent aussi à l'éducation des adultes, comme arrivent aussi en formation professionnelle, avec des besoins énormes. Un besoin de retrouver une certaine dignité intellectuelle. On va voir qu'il y a des élèves qui veulent pour se reprendre. Et vous le savez déjà. Il y a des gens qui vont arriver avec aussi, et quand ils viennent en formation professionnelle, c'est entre 16 ans et 30 ans, c'est une période charnière de notre vie où on a beaucoup de pression sociale. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais quelque chose de toi. Pression sociale des parents, des familles, de bien des gens. Des pressions qu'on se fait aussi soi-même. Il faut que je devienne un adulte. Mais ça, vous n'aurez pas un élève qui va dire, monsieur le professeur ou madame le professeur, pourriez-vous m'aider d'être un adulte? C'est assez rare qu'on vous demande ça. Et vous allez voir comme attente éducative informelle, inconsciente, beaucoup attendent ça. Il n'y aurait jamais quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai honte. J'ai toujours eu le sentiment, on m'a toujours dit que je n'étais pas bon à l'école. On m'a toujours dit quoi penser, quoi faire. Puis là, je pense de moi-même, je ne pense pas grand-chose de moi-même, qui vont supporter, qui vont vivre une honte toxique. J'aimerais que vous abordiez tranquillement à un moment donné. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres parce qu'on n'en parle pas de la honte.
jamais lente. Mais ça fait partie de beaucoup de nos élèves. Quand je parle d'attente éducative inconsciente, vous allez voir qu'après quelques années, ces gens-là, c'est souvent après quelques années qu'ils vont vous dire « Je portais en moi beaucoup d'honte et là, maintenant, grâce à ce que j'ai rencontré dans ces milieux-là, j'ai rencontré des bons enseignants, j'ai rencontré des bons intervenants, des bons collègues, ça m'aide à ce niveau-là. » Donc, on est dans un contexte, moment charnière de vie, qu'on a décidé pour un emploi, mais plus que pour un emploi. J'aime bien cette phrase-là de Bernard Charlot. Le fait qu'on aille à l'école pour apprendre n'est plus évident. Apprendre à l'école et apprendre la vie. Voyez-vous là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Apprendre à l'école, mais apprendre aussi la vie. C'est bien souvent en ces termes aujourd'hui que s'exprime un rapport à l'école. Quelques témoignages. Un enseignant d'un CEGA, n'oublions pas que parfois vos élèves cohabitent dans les deux milieux, où ils arrivent après, ils ont été chercher leurs prérequis qui leur manquaient pour arriver chez vous, CEGA. On n'a plus les élèves qu'on avait, nous dit-il. Il nous arrive avec tellement de besoins. Ça, ce commentaire-là, c'est un commentaire qu'on va entendre souvent, qui vous interpelle au fond de vous-même dans vos réalités. Un autre commentaire, un conseiller pédagogique en formation professionnelle qui dit « Il y a des élèves qui viennent pour apprendre et ont un but. » Puis souvent, un but, on va voir très, très clair d'avoir un diplôme pour un programme donné et avoir un emploi. Mais il y en a d'autres qui, dit-il, on ne sait pas pourquoi ils viennent. Ils viennent pour d'autres motifs. OK? Parce que même ce même conseiller pédagogique me disait, il y en a qui vont... Il disait, Alain, il finit un programme, puis il en prend un autre, puis il en prend un autre, puis il en prend un autre. Qu'est-ce qui se passe? OK? Un autre, une directrice d'un CFP, maintenant enseigner veut dire beaucoup de choses, voire former. Et déjà, elle donne le ton à ce que... Elle donne déjà le ton de ce mouvement maintenant, comme enseignante qu'on vous demande, c'est-à-dire un enseignant expert, qu'on est allé chercher pour son expertise, pour apprendre certaines expertises, certaines spécificités, à un enseignant formateur, qui va toucher ce que le Conseil supérieur de l'éducation, c'est pas moi qui le dis, là. Le Conseil supérieur de l'éducation, c'est des gens qui font partie des instances consultatives gouvernementales, dit maintenant, il faut s'occuper du large de la vie de nos élèves. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, on va parler de la globalité des besoins des élèves. Okay? Et ce même constat du large de la vie des élèves, même que je pourrais ajouter un autre thème qu'ils ajoutent, et aussi le long de la vie de l'élève, donc être capable de préparer nos élèves à le long de la vie, c'est des éléments donc qui deviennent importants, qui deviennent différents. Quelles sont les attentes éducatives? La première attente, c'est des attentes. D'abord, une attente, c'est on espère d'avoir des réponses tangibles, immédiates, par des personnes significatives. OK? On va s'entendre que l'entente formelle, puis ça, on est habitué. On vient chercher notre diplôme, on vient chercher pour avoir un emploi, on vient chercher un prérequis pour pouvoir être capable de travailler. Travailler, ça veut dire être capable peut-être d'avoir une blonde ou un chum, avoir un appartement, penser avoir une intimité, une vie de couple. C'est l'emploi. Et avoir de l'argent, c'est aussi d'avoir de la reconnaissance sociale, c'est d'être considéré comme quelqu'un. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est, je dirais, c'est l'habitus, le contrat qu'on a habituellement. Ça fait partie des habitudes qu'on a avec nos élèves, qu'on a été aussi, qu'on est venu nous chercher. Tu vas leur apprendre tel métier pour être capable de donner, de participer, de faire ce travail-là, etc. Ça, c'est, je dirais, un peu qui est convenu, l'attente formelle. Là, maintenant, on rentre dans des attentes qui sont différentes, qui commencent à colorer la relation, colorer les attentes, et qui sont, on va le voir tantôt, plus nommées, plus exprimées, plus décrites par nos élèves qu'auparavant. Les attentes informelles conscientes, c'est tout ce qui est en lien avec son intériorité.
On vient pour avoir de l'estime de soi. On vient à l'école pour retrouver un milieu d'amis. Je pense à des jeunes mères qui, à un moment donné, ont dû s'occuper de jeunes enfants qui participent à un programme d'insertion. Je ne pense pas nécessairement à Place au Soleil, qui c'est dans le CFGA, mais il y a beaucoup qui vont souvent retourner en formation professionnelle. Et un des motifs, une motivation, c'est d'avoir un peu une gang d'amis. Bertrand Schwartz, en France, un grand maître de la formation professionnelle, qui a travaillé multiples années. Et vous savez, la formation professionnelle, on a été beaucoup influencés par les Français, qu'on veuille ou non. On a été très influencés. Il disait, il faut penser qu'il y en a des élèves, qu'il faut d'abord penser l'insertion sociale avant d'être capable de se mobiliser sur le plan du processus d'apprentissage. Donc, il y a des élèves que c'est important qu'ils retrouvent une gang de chums, une gang d'amis, qu'ils retrouvent des pairs. Et encore plus d'ailleurs, quand on songe que beaucoup de ceux-là, et il ne faut jamais l'oublier. J'ai parlé de Clément, j'ai parlé de mes étudiants, j'ai parlé de Gisèle. Puis vous le savez aussi, il y a beaucoup de nos élèves qui ont connu des parcours scolaires pas faciles, pas évidents. Plus qu'on pense. Puis même, je dirais, il y a des enseignants qui sont ici, je n'irai pas vous le faire dire, mais qui eux-mêmes ont connu ces parcours-là. J'arrive justement de Bécomo, j'ai adoré mon groupe à Bécomo parce que j'ai fait faire un exercice d'auto-analyse aux enseignants de formation professionnelle. J'ai réalisé, avec stupéfaction, je m'en doutais, comment aussi ces enseignants-là, qui enseignent maintenant des élèves, je leur avais dit, faites un exercice, vous-même, vos parcours scolaires, comment vous avez vécu ça, comment on vous a traité, comment on vous a considéré, comment votre indignité intellectuelle a encore persisté, même quand vous enseignez. Et je leur disais, comment vous faites avec ce que vous avez vécu, comment vous en servez pour être capable de mobiliser vos élèves. Et j'ai été étonné. J'ai été étonné. Parce que je leur disais, en psychothérapie, en relation d'aide, si on ne fait pas cet exercice-là, on peut risquer d'être le miroir par rapport à ce qu'on a connu, nos propres épreuves. On peut être dangereux avec nos élèves. On peut chercher à les éviter. On peut chercher, sans s'en rendre compte, à reproduire le mal que j'ai eu, que j'étais comme élève, comme qu'on me fait vivre. OK? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la majorité d'entre vous, et ce que ce groupe-là me donnait comme exemple, et d'autres groupes, vous êtes capable de faire cette auto-analyse-là et que vous vous servez de votre propre expérience. Donc ici, on vient chercher aussi peut-être aussi des trucs pour comment gérer mon anxiété. Vous savez que le problème d'anxiété, même à l'université, les échecs de stage, c'est l'anxiété de performance. OK? Avant, on prenait de la drogue, encore maintenant, on prenait de la drogue pour fuir la réalité. Aujourd'hui, on prend de la drogue, on fuit de la réalité, mais on en prend aussi pour s'adapter à la réalité, ce qu'on appelle les psychostimulants. Beaucoup plus qu'on pense. Je dirais même dans le milieu de travail, dans certains milieux de travail, même que certains médecins disent, gars, je vais te prescrire des amphétamines, ça fait partie quasiment du vécu. Donc, il y a les gens qui viennent des attentes, je reviens aux attentes conscientes, parce qu'ils sont capables de les exprimer. Je voudrais avoir peut-être aussi un meilleur d'amis, un meilleur aussi sentiment de ce que je suis, une meilleure confiance en moi. OK? Donc, j'ai des besoins qui nécessitent d'être satisfaites. Ces attentes-là satisfaites. Pour que je puisse continuer à embarquer, mobiliser. Oui, mais vous allez dire, ça existait avant. Oui, c'est vrai que ça existait avant. Ce que je vous parle, ça existait avant. Sauf que on n'en parlait pas. Ça faisait partie du non-dit, puis ça faisait partie des règles. À l'école, tu vas chercher ton diplôme, puis si tu as des problèmes, tu vas voir des gens à l'extérieur, tu vas voir des gens, des psys, tu vas voir au CLSC. Vous allez voir, tantôt, je vais vous le dire, c'est que maintenant, on ne veut plus aller dans les CLSC. On ne veut plus aller voir des professionnels pour bien des raisons. On préfère communiquer ça vivre ça avec nos enseignants. Certains, ça fait peur, mais c'est une réalité, je trouve, c'est même une réalité de confiance. Je continue. Il y a aussi des attentes informelles inconscientes. C'est tout ce qui fait partie du non-dit,
de l'inconscient, d'un appel du fond de soi et en lien avec l'intériorité. Généralement, c'est à posteriori, c'est-à-dire après plusieurs années. Et ça a été quelque chose qui m'a plu beaucoup pendant des années, et encore maintenant, d'aller vérifier auprès de vos élèves, de vos anciens élèves. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et c'est surprenant que tout de suite, ils indiquent des choses qu'on ne parle jamais, entre autres la honte. J'avais honte de ne pas être capable d'apprendre comme tout le monde. J'avais l'impression que moi, j'étais moins bonne, j'étais plus insignifiante. On me l'a tellement dit au secondaire. Ah, va-t'en en formation professionnelle, fais un petit cours. Vous savez, même des fois dans des attitudes, je dirais, sympathisantes, comment ça peut être des attitudes sans être volontaire, des attitudes condescendantes. Oh, gars, on va t'aider, gars, va à ce niveau-là. En France, vous direz à Lydie Gélab, en France, quand les gens ne sont pas capables de faire de longues études, on leur dit, tu vas aller là. On décide le programme qu'ils vont faire. Quelle hérésie. Mais ça démontre bien des affaires. Mais peut-être, nous, de façon plus civilisée, on leur a dit, regarde, va faire un cours là-dedans. Va-t'en là-dedans. OK? Je leur ai dit, mon fils demeure à Montréal. Comme bien les gens du Lac-Saint-Jean, il est allé à Montréal pour essayer de se trouver un emploi en enseignement. Et ça, il a pris 10 ans. Il vient d'avoir son poste en adaptation scolaire. Il est dans une école art et musique, là, et il enseigne donc avec un groupe, c'est-à-dire il enseigne un groupe des jeunes en difficulté. Et je vous raconte ça pour montrer des formes de mépris, de non-respect naturel qui se passent et que des fois, on pense que ça n'a pas d'importance, mais comment ça peut avoir des incidences énormes. Alors, à un moment donné, il est prévu au cours de l'année que la direction ou l'adjointe administrative, l'adjoint, rencontre des élèves et, en sentant, l'aide à faire des choix de cours, des choix d'orientation. Ce qu'ils ont fait avec tous les autres programmes. Quand arrive à leur programme, au programme des élèves à Pierre-Luc, mon garçon, bien là, il n'y avait plus de monde, la direction n'était plus disponible, ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, ils réussissent à trouver quelqu'une, peu importe, qui a décidé de peut-être finaliser les dossiers à ce niveau-là. Et cette quelqu'une-là, OK, à un moment donné, a décidé, a dit, rencontre des élèves en gros groupe de la classe à Pierre-Luc. Il dit, écoutez, là, on n'a pas grand temps. De toute façon, on s'est décidé, vous allez faire tel choix à ce niveau-là. Et Pierre-Luc me dit, tu vois, gars, normalement, si on avait pris la peine, simplement de parler, de jaser, de donner son point de vue, il dit, j'en ai perdu de la moitié de la motivation au cours de l'année. Vous savez, ça, c'est toutes des choses subtiles qui vous arrivent chez vous, des choses qu'ils ont vécues, et qui, à un moment donné, quand on parle d'attente informelle inconsciente, c'est peut-être ça aussi, dire, on peut-tu avoir quelqu'un, entre autres, qui va me considérer, qui va me prendre comme quelqu'un, qui va me considérer mon point de vue, qui vont considérer mon regard. Donc, c'est des besoins, c'est certains besoins qu'on ne parle pas. Et entre autres, quand je dis la relation, il y a des élèves qui vont dire, au moins je rencontre un prof, et ça, souvent, les commentaires très fréquents. Je me souviens de tel prof, ça fait 3 ans que je suis sorti en FP, et ce prof-là, en tout cas, prenait le temps de m'écouter. Il me regardait, et il me parlait, il jasait. Et j'avais l'impression d'être comme un Gaspésien, un jeune Gaspésien me dit, j'ai l'impression d'être quelqu'un pour quelqu'un. Quelqu'un pour quelqu'un. Ça a l'air insignifiant, ce que je raconte là. Souvent, on dit, écoute, c'est des affaires qu'on entend parler, mais c'est des affaires qu'on passe à côté. Dans le milieu, si on passe à côté, on n'a pas besoin d'un cours classique, on n'a pas besoin d'être Boris Cyrulnik, on n'a pas besoin d'être un psychothérapeute, prendre le temps de. OK? Je vous raconte quelque chose, je pense que je l'avais fait une dernière conférence, je m'excuse pour les gens de Lévis. Je faisais un stage à Pinel, il y a multiples années. Et à un moment donné, vous savez qu'Épinel, c'est problème de santé mentale, colérique, violent. Alors, à un moment donné, il y en avait un qui était un tough, qui était un peu en difficulté. Et là, les agents d'intervention des sbires, ils prenaient des contentieux avec des ça. Puis, à un moment donné, arrive le docteur Chabot, un tout petit Français, OK? Avec son accent français, mais tout calme, tout mielleux. OK,
qu'est-ce qui se passe? Là, la fin de l'intervention, dit hey, vous allez lui donner de l'Adol. L'Adol, c'était le médicament qu'on donnait. Hein? Je veux dire, quand tu voulais mettre zombie quelqu'un, je me souviens quand j'ai fait mon stage à Saint-Michel-Archange, qui est Robert Gifford aujourd'hui, les 4000 patients qu'on avait là, l'Adol, et là, souvent, l'Adol, ben, t'es tranquille. Tu n'as plus de problème de violence. OK? J'espère que ça ne vous rappelle rien, monsieur. Hein? Non? OK. OK. Et là, il a dit mettez-y de l'Adol, puis pour le canter, etc. Et il dit est-ce que je pourrais voir M. Tremblay? On lui donne un nom. Et là, ben, là, ils ont dit écoute, si vous rentrez dans. Parce que c'était une salle électronique, alors j'abrais, je vais. Alors, il rentre dans la salle. Avant d'entrer dans la salle, il cogne à la porte. M. Tremblay, ici, Dr. Chabot. Est-ce que je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Ça ne répond pas. Cogne encore. M. Tremblay, ici, Dr. Chabot. Et dit, est-ce que je pourrais vous parler? Et là, à un moment donné, il y a comme une réponse, il s'approche à la porte électronique, on entend qu'il s'ouvre. OK? Dr. Chabot rentre. Est-ce que je pourrais vous parler? Et à un moment donné, il s'assoit, tranquillement. Il parle à quelqu'un comme il parlait avec quelqu'un d'aussi important. Il a fait 1 heure de rencontre. Moi, j'étais dans l'autre côté avec les autres intervenants, unidimensionnel, hein, on a un miroir qu'on peut tout voir. Quelqu'un qui est supposé nous sauter d'en face, avec tous les diagnostics qu'il voudrait, quelqu'un qui était supposé peut-être d'être violent, pendant 1 heure, parle avec un petit monsieur, OK? Mais la seule différence, ce petit monsieur-là, c'est qu'il lui parlait respectueusement. Quand il est sorti, il n'a pas eu besoin de dire aux agents d'intervention quoi dire, quoi penser, quoi faire. Il venait de donner l'exemple. Alors, souvent, ces attentes informelles inconscientes, c'est ça. Établir un bon lien, d'être respecté, donner que je donne mon point de vue, que quelqu'un respecte mon point de vue. Une attente informelle inconsciente, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on va comprendre que j'ai du jugement, que j'ai de l'absence, c'est-à-dire j'ai de l'analyse critique dans ma tête. Les attentes informelles inconscientes, c'est aussi, curieusement, et ça, souvent, ça permet aussi de régler des conflits internes. Il y a des gens qui disent, depuis que j'ai passé en FP avec tel enseignant, telle personne, mes rapports avec mes conjoints, mes rapports avec mes chums ou avec mes blondes, ou mes rapports avec ma mère, ou avec mes parents, ce n'est plus pareil. Et ça, il n'y a jamais personne qui vous en parle. Mais le fait d'avoir connu un lien particulier, privilégié, a un sens. Et ça, je pourrais vous en énumérer. Ce qui est intéressant, ce qui est quand même surprenant, c'est après plusieurs années. Ils ne raconteront pas, dire, ah, ben, ce gars-là, ben, souvent, ils vont dire, oui, comment il donnait des méthodes de travail, comment ce gars-là, cette femme-là, qui est enseignante, comment elle donnait des trucs pour bien, par exemple, gérer mon anxiété, parce que je faisais de l'anxiété d'un stage, puis il m'a donné des trucs, il a pris le temps avec moi. Mais souvent, ils vont parler de choses qui sont vraiment, comme souvent, on ne parle pas, qui fait partie du non-dit, de nos conflits internes. Ce qui me faisait dire d'ailleurs à Boris Cyrulnik, et je vous le dis à vous autres, il disait, les enseignants, parlant de vous autres, en postsecondaire, mésestiment leur rapport qu'ils vivent avec leurs élèves. Et je le répète, et moi je confirme que Boris Cyrulnik, je m'ajoute à lui, sans être aussi populaire que lui, vous mésestimez. Comme en même temps, vous mésestimez peut-être le tort que vous pourriez faire si vous abrutissez un élève. Ah, vous allez dire, c'est des adultes. Adultes avec des cœurs d'enfants et des blessures pour certains d'enfants. Pourquoi ces signes de mutation dans l'expression des attentes? Pourquoi ces attentes-là que je vous parle, ces attentes psycho-affectives, socio-affectives, relationnelles, sont si importantes aujourd'hui? D'abord, l'acuité, l'intensité des besoins des attentes. C'est qu'avant, oui, ça pouvait se vivre, on pouvait peut-être les vivre et peut-être aussi les régler dans d'autres circonstances. On pouvait, mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on le vit avec intensité. Et les intensités, les souffrances, on les vit avec intensité. Acuité, c'est aussi, c'est un peu, je dirais, la redondance. OK? Quand ces choses-là se reproduisent sur le plan scolaire, parce que quand on va chez vous,
ou qu'on va, par exemple, on passe par l'éducation des adultes, on veut tellement, tellement que ce soit différent. C'est pas pour rien, on raccroche parce qu'on met tellement d'espoir dans ce nouveau milieu-là, dans ce nouveau milieu de vie. Parce que souvent, les milieux de vie qu'on a connus, n'oublions jamais, c'est souffrant quand tu as le primaire et le secondaire, que tu as eu la misère à faire ta place, la misère à avoir ta renommée, la misère à te faire connaître autrement que quelqu'un a un problème, okay? Que quelqu'un qui est un cas lourd, que quelqu'un qui est un moins bon que les autres, quelqu'un, il faut qu'il aille dans les classes de débiles, qu'on appelait. OK? Donc, à ce moment-là, on a beaucoup d'importance. Il y a de l'intensité. Ils sont nommés. Maintenant, aujourd'hui, et les garçons en particulier, on nomme ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrant. Et je parle des garçons parce que, entre autres, les garçons, ils ont beaucoup de problèmes de gérer leurs émotions, gérer l'anxiété. Ce qui a été pas mal souvent pendant multiples années. Sauf que maintenant, on les nomme plus, ils les expriment davantage. À un tel point, pour donner un exemple, il y a quelques années, en 2004, de 2000 à 2006, on avait ce qu'on appelait des activités de croissance personnelle, dans lesquelles on parlait des relations humaines, d'estime de soi. On n'avait pratiquement pas de garçons. Les garçons boudaient, les garçons ne venaient pas. OK? C'était surtout les filles. Les filles ont une tendance à être beaucoup plus introspectives, OK? Capables de mieux s'exprimer. Maintenant, la tangente, on voit de plus en plus les garçons qui s'installent, qui viennent, qui demandent, même par exemple des programmes d'animation sur la gestion des émotions en particulier. OK? Et sans faire référence à d'autres études, nos garçons souffrent un peu plus qu'on pense. Et maintenant, le disent plus. Donc, ces attentes-là sont plus nommées, plus dites qu'autrefois. Des demandes dirigées aux enseignants. Est-ce qu'ici, j'ai des professionnels TS, orthopédagogues? OK? Ça ne veut pas dire qu'ils veulent bouder, OK, qu'ils vous boudent. Au contraire, moi, j'enseignais en travail social et en psycho à l'UQAC, puis je disais... Maintenant, il faut vous penser qu'ils vont aller moins en moins, les gens aller dans les CLSC et dans les CIUS, demander de l'aide. OK? Et surtout quand tu as passé, tu as eu bien des TS et des intervenants dans ta vie, tu essaies d'en avoir moins. Parce que c'est souvent, tu te dis, je peux-tu aller voir quelqu'un un peu plus neutre? Et les enseignants représentent cette plus grande neutralité-là, cette plus grande anonymat-là. OK? Et le rôle des professionnels va être souvent pour appuyer. Ce qui est le fun aujourd'hui, les professionnels vont être des coachs, vont peut-être appuyer les enseignants dans une démarche avec l'élève. Ils vont être là aussi pour des cas particuliers. Mais généralement, maintenant, ces demandes-là, ces besoins-là, c'est avec les enseignants qui veulent le vivre. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le ressentez dans vos milieux respectifs. On n'aura peut-être pas l'occasion aujourd'hui de partager ces aspects-là. En tout cas, si j'ai quelques minutes, j'aimerais avoir votre avis. Mais ces demandes qui sont dirigées aux enseignants. Et la tendance mondiale actuellement, c'est qu'on boude de plus en plus des services spécialisés. Et je ne parle pas des services spécialisés scolaires, mais les services spécialisés, CLSC, CIUS, etc., parce que ça représente encore quelque chose que je ne fais encore un pas bon, ça représente un peu un malaise, ça représente encore... Écoutez, à force de passer ta vie scolaire ou adulte, à rencontrer des professionnels en relation d'aide, puis des professionnels, ça devient à un moment donné, et ça je l'ai vécu, j'ai connu ça moi en pédopsychiatrie, ça devient humiliant. Tu peux aller consulter parfois de temps en temps, mais le fait de consulter, même de consulter un intervenant, même si on a besoin, on peut le vivre comme une humiliation. Et avec les enseignants, c'est comme un rapport beaucoup plus égalitaire. Il n'y a pas de système de dossier. C'est un rapport égalitaire, c'est un rapport adulte. Et c'est un rapport andragogique. Un enseignant, c'est un adulte qui rencontre un adulte. OK? Et ces attentes-là sont de plus en plus reconnues. Pensons à des études. Je pense qu'ici, aujourd'hui, je pense que vous avez Nancy Godreau qui donne une formation sur les gestions de comportement. Pensons à Daniel Maltais à l'UQAC qui parle des besoins des jeunes dans les centres de formation des adultes et CFGA. Julie Marcotte à Trois-Rivières. Trois-Rivières, en passant, on sont des bons leaders. Nadia Rousseau aussi, qui a travaillé beaucoup. Mais vous savez, ça ne fait pas longtemps, grâce à ces femmes-là, je devrais dire des femmes, là, je n'ai pas de gars en vous, il y a peut-être des Gilles Voyer, puis
encore, ces femmes-là ont commencé à s'intéresser depuis quelques années à ces centres-là chez vous. Je me souviens, moi, avec Antoine Baby, je faisais mon doctorat en 2000. Antoine Baby était, était professeur en sociologie à Laval. On avait fait une présentation sur les élèves en CFP lors d'un congrès de Lac-Force. Personne ne nous écoutait. On est en 2000. On avait l'air des extraterrestres. Et ça m'avait donné une motivation énorme. J'ai dit, je pense que là, c'est un besoin. Et ce qui est fun par après, des gens comme Nadia, Julie et d'autres ont commencé à dire, parce que là, à un moment donné, on disait, ces milieux-là, il y a des choses qui se passent, il y a des affaires qui se passent. L'avenir est là dans ces milieux-là. Et là, on a commencé à nous croire, on a commencé à attendre des reconnaissances. Des portraits d'élèves qui amènent un peu des changements, qui amènent un peu des changements dans le type d'élèves. OK? Je vous en envoie quelques-uns. Et c'est encore à reconstruire. Moi, je fais confiance beaucoup aussi à votre analyse de type d'élèves. On va dire les élèves des adaptés fonctionnels avec qui, généralement, on travaille. Donc, c'est des gens qui sont, quand on parle adaptés, sont adaptés dans leur mode de vie, un mode de fonctionnement, un contrôle, une maîtrise de leur vie. Et ils sont fonctionnels, ils sont capables de s'ajuster, ils sont capables de s'habiliter, de développer des habiletés, de s'installer dans une vie. Donc, en principe, pour eux autres, l'école, c'est une continuité de parcours. Donc, on va souvent parler des adaptés fonctionnels. OK? Il y a des adaptés, maintenant, ce qui est un peu nouveau, on le voit à l'université. Les adaptés sont capables de s'adapter à la situation, mais quand ils arrivent dans une situation de travail, très anxieux. Doublé, souvent associé avec des troubles d'anxiété de performance. Les échecs de stage universitaire, maintenant, bien sûr qu'il y a des savoir-être, problèmes de savoir-être, mais souvent, c'est des problèmes d'anxiété que les élèves ne sont pas capables d'assumer le genre de tâches de travail. Donc, on a des adaptés, mais sont fonctionnels anxieux, qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des gens, même dans le marché du travail, des gens sur le plan des fonctionnels académiques, qui vont prendre des psychostimulants. Beaucoup plus qu'on pense. C'est pour ça que moi, faites-moi pas parler de cannabis ce matin, j'ai un problème. Peut-être vous allez dire, bien, je suis encore vieux, peut-être que M. Trudeau va dire que je suis vieux. J'ai un problème, parce que je viens dans le domaine de la santé mentale et des meeting pots de médicaments, vous savez. OK? Et quand je vois ça, parce que je me dis, et quand je vois aussi des médecins dire, ben, peux-tu prescrire, ils appellent ça des amphétamines, tu vas être capable de travailler, j'ai un problème. OK? C'est parce qu'on a un problème. Quand tu es rendu, il faut que tu prennes des médicaments pour être capable de fonctionner, et on en a, ces élèves-là. C'est une nouvelle tendance. Et il faut être aussi alerte et être aussi les amener à être critiques par rapport à ça. Et mes adaptés, des fonctionnels. Au fond, c'est des gens qui sont fonctionnels, des gens qui sont conformistes, ça va très bien. Probablement, peut-être nos élèves qui sont très performants, qui sont très à l'aise, mais qui ont un mal de vivre, un mal de l'âme. Il y a un malaise. Et ça, souvent, c'est des gens qui vont se présenter avec le sourire devant nous, qu'on ne voit pas venir et qui, à un moment donné, souffrent. OK? Et ça, sont difficiles à cerner. Mais parfois, ils vont peut-être envoyer des petits commentaires. Oh, la vie. Oh, c'est pas toujours facile. Des fois, des petits commentaires, mais jamais ils iront élaborer. C'est du monde qui ne parle pas d'eux. OK? Dans les mésadaptés fonctionnels, c'est ça. Je vous laisse simplement réfléchir. Des élèves à la fin de l'adolescence. De plus en plus, et c'est à travers le monde, on va se retrouver des clientèles de plus en plus jeunes. Je ne sais pas si c'est commencé dans vos centres. Déjà, on voit, il y a quelques années, je disais ça ici, on dit, M. Drolette, là, la moyenne d'âge est de 26-27 ans. Oui. Mais vous savez, on est en train, notre gouvernement, comme on le fait avec les CFGA. Les CFGA, ça a commencé en 90 d'avoir des 16-17 ans. On a commencé à, un peu comme remettre la difficulté qu'on avait, ces jeunes-là, dans les classes normales, les classes normalisées, si vous me permettez l'expression, pour dire, bien, regarde, on va les envoyer plus jeunes, on va les envoyer en CFGA pour finir leur parcours, leur diplomation, parce qu'il fallait avoir des cibles de 80 75 Alors, les CFGA se sont retrouvés des clientèles de plus en plus jeunes. Le même phénomène
est en train d'arriver tranquillement, en Europe aussi en particulier, arrive chez nous. Donc, on se retrouve avec des jeunes, et je prends M. Inchauspé qui disait, on va avoir dans nos classes des adultes en formation, des adultes donc un peu plus adaptés, qui viennent pour une formation, mais on va avoir aussi des jeunes qui sont ici pour être formés à la vie adulte. Et ça fait partie, je dirais, d'une attente inconsciente. Des jeunes qui, au fond, sur leur allure revêche, nonchalants, on prend l'expression du Lac-Saint-Jean, malavenants, OK? Et ça fait du bien de dire ça à ce niveau-là. Malavenants, des allures rigides ou des allures, des fois, souvent condescendantes. Bien, à travers tout ça, ce comportement-là, ils attendent que vous les appreniez à être des adultes. Et là, quand je dis ça, souvent, j'ai du monde qui sont sans connaissance. Oui, je fais ça de même le rapport aux gens du Web. C'est la même chose, c'est une nouvelle tendance. Avant, on avait des repères normatifs. On pouvait devenir des adultes, on avait des mononcles, des gens. Aujourd'hui, quand on parle des mononcles, c'est qu'ils vont nous prendre les fesses et des choses comme ça. Mais à l'époque, on avait des mononcles, on avait des structures, on avait des organismes. 4H, on avait les scouts, on avait des balises, des gens qui nous permettaient de devenir des adultes. Aujourd'hui, là, regardez qu'est-ce que c'est. C'est sûrement pas, quand on prend XO, on prend le OD en Grèce qui va nous permettre d'être adultes. OK? J'ai écouté ça hier, j'étais ça en connaissance. J'ai dit, je ne parlerai pas de ça, puis je me rends compte que j'en parle pas. Ma femme, elle va dire, tu n'as pas parlé de ça. Ouais. Alors, donc, il y a des jeunes qui, quand on parle d'attente inconsciente, là, c'en est une, ça. Je viens ici, jamais vous allez avoir un jeune ou quelqu'un qui va vous dire, je voudrais que vous m'appreniez à être un adulte. Jamais. Mais ça fait partie du fond du besoin. Parce que cela, on fait le dire souvent, qui était délabré, qui n'était pas correct, qui était enfant, même par l'attitude qu'on a eue envers eux, quoi dire, quoi penser, quoi faire, sans jamais donner leur point de vue, sans jamais les amener à essayer de réfléchir ou essayer de faire des pas, de faire réagir. Maintenant, on veut se reprendre avec la formation professionnelle. Et vous allez avoir ces jeunes-là. Et en même temps, ça vous pose des problèmes parce que c'est pas les gens qui nous arrivent pas motivés, pas de motivation, pas d'intérêt. Pourquoi qu'ils viennent? OK? Mais ceux-là, c'est pour ça. Et même, je dirais, des élèves qui viennent donc, parce qu'ils viennent en formation professionnelle, ils n'ont pas réussi, ils viennent en différence, ils n'ont pas réussi dans l'abstraction, ils n'ont pas réussi, ils ne sont pas capables de faire des longues études, qu'ils se disent, bien là, on va apprendre au moins par le manuel, je vais essayer de retrouver, et c'est là que les enseignants, que vous faisiez un travail, vous n'en rendez pas compte, énorme, à partir des commentaires que je reçois. Et ça, c'est dit avec cœur de ma part. À 11h05, ça, c'est vraiment ce que je pense. Je ne suis pas payé pour vous dire ça. J'ai l'impression, souvent les commentaires me disent, avec cet enseignant-là, j'ai grandi. Et ça, il me dit ça 1 an, 2 ans, 3 ans après qu'il est parti de chez vous. Il est devenu adulte, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a appris d'être adulte avec le métier que vous lui avez appris. OK? Et tu as des élèves qui viennent en édification. Je disais ça il y a quelques années, on a ri de moi. Puis attendez, vous allez avoir des élèves de plus en plus, que vous allez avoir des élèves qui viennent à l'école, qui veulent rester à l'école, comme dans le nid, bien de la misère à sortir du nid. Et je pense qu'il y a 2 ans, où Hilton, c'était le Centre de congrès à Québec, c'est des gestionnaires scolaires. Et à un moment donné, les gestionnaires ont dit, oui, M. Drolet, c'est un drôle de phénomène. De plus en plus, on a des élèves qui veulent rester à l'école. Ils ne veulent plus quitter l'école. Je ne sais pas si vous vivez ça, peut-être que... Ils ne vous le diront pas, là, tu sais, ils ne vous diront pas, je suis en éducation, là, j'aime ça ici. Mais ils vont faire parfois un programme, 2 programmes. Je ne sais pas si ça t'interpelle, collègue, hein? Mais un programme, 2 programmes. C'est pour ça qu'il y a des enseignants qui disent, moi, mais là, je ne comprends pas, il magasine, lui, là. Il fait du magazine, il magasine ses fêtes, etc. C'est parce qu'on retrouve, et ça nous amène à un autre type d'élèves. Qu'on voit d'ailleurs, j'ai pris une expression de Nicole Drancourt, c'est une sociologue d'éducation en France,
Parce qu'en Europe, on voit le même phénomène. OK? Des élèves, c'est un processus qui ont besoin d'un processus de compréhension et d'intégration à la vie adulte qui se veut plus lent et par tâtonnement. Il y a des élèves aussi par le fait de la cohabitation parentale, qui d'ailleurs est en croissance. On n'a pas eu de diminution. De plus en plus, nos jeunes adultes demeurent avec les parents. Et en France, c'est encore plus. Et en France, en Europe, c'est encore pire parce qu'on a un problème de logement. Il y a des suicides chez les jeunes parce qu'ils n'ont pas de logement. Alors, quand ils n'ont pas de chez soi, il n'y a pas de maman, de papa pour se retrouver, c'est des problèmes sociaux graves. Donc, eux autres ont besoin d'un programme, d'un cheminement plus lent, plus long. OK? Ce que je vous dis, c'est que certains vivent bien cette réalité. Ils vont venir à trouver après un certain temps, après un certain cheminement. Ils vont retrouver un peu aussi de l'apprentissage à la vie adulte à partir de ces expériences-là. Ça va bien se passer. OK? On en a sur le plan universitaire aussi. D'autres, cependant, beaucoup moins. D'autres, c'est des élèves qui cherchent, que souvent, ils vont se trouver, oui, mais d'autres vont se défiler parfois. À travers ceux-là qui vont, à travers nos programmes, puis on voit qu'ils se défilent à un programme, deux programmes, trois programmes, à un moment donné, plus ça dure, c'est un peu comme quand on fait, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé à une situation de burn-out, puis qu'on est en retrait de travail, les premiers temps, les premières semaines, ça va bien. La deuxième période, là, à un moment donné, tu commences à penser, il faut que tu reviennes. Et quand tu es sur le bord de revenir, tu ne veux plus retourner sur le marché du travail parce que tu perds confiance en toi, tu as peur de retrouver des difficultés. Là, c'est mon expérience de PAE comme consultant qui vous amène ça. C'est à peu près la même chose. Plus je vis chez les parents longtemps, plus des événements, des situations, et les garçons en particulier sont plus souffrants de cette période de latence qui est de beaucoup plus longue. On nous dit que beaucoup des garçons ont beaucoup plus de difficultés. Le côté positif des garçons, c'est qu'ils vont l'exprimer et ils vont être prêts à l'aborder avec vous autres beaucoup plus facilement. OK? Mais les garçons en particulier qui ont de la misère de se faire avoir une blonde, un chum, ou d'avoir une relation stable, c'est quelque chose qui peut-être peut créer de l'enlisement. Des élèves vulnérables. C'est des élèves qui sont éprouvés par des problèmes personnels. Pensons aux problèmes de drogue, problèmes de la psychoconsommation que j'appelle, OK? Donc, ils ne savent pas trop comment gérer sans soutien, ce qui sont isolés. Je dirais même qu'il y en a qui sont soutenus par des parents, mais qui ont tellement de problèmes personnels, anxiété, problèmes de santé mentale, troubles d'anxiété, problèmes patati patata, qui fait qu'à un moment donné, ces problèmes-là prennent tellement d'emphase de vécu dans leur quotidien qu'ils ont beaucoup de difficultés, donc ils sont mésadaptés et non fonctionnels. C'est là que les services d'aide vont être d'un grand appui. Puis encore là, les services d'aide vont être beaucoup un appui aux enseignants. Parce qu'il y a des enseignants qui vont les rencontrer, ils vont dire « Gars, je ne sais pas quoi faire. Tu pourrais-tu les voir souvent, les intervenants vont dire « Gars, continue ta relation, tu as un bon rapport, pourquoi changer ça? Je vais te donner des trucs. » Mais vous êtes toujours ouverts. C'est ce que j'aime beaucoup, la cohabitation des professionnels dans les écoles avec les enseignants. Je devrais retrouver ça dans les CIUS actuellement. J'aimerais ça qu'on retrouve cette espèce de cohabitation que vous avez développée. Mais ça, cette tendance-là, on les retrouve de plus en plus nos élèves vulnérables. De plus en plus. Parce que, vous savez, pensez un petit peu, pendant des années, tu as un parcours scolaire difficile au secondaire, primaire, tu as pris des mauvaises habitudes, surtout des dissonances cognitives. Ah, je suis un pas bon. Je suis moins bon que les autres. OK? Et tout de suite, très rapidement, moi, je ne suis pas capable de faire des longues études comme les autres, donc je suis un moins bon, je suis moins intelligent. Mais jamais ils vont vous dire ça, là. Ça, ils ressentent ça là, au fond de leur corps, mais ils ne diront pas le dire, parce que ça fait mal. C'est souffrant de dire ça. Mais ils le ressentent, hein? OK? Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la fuite dans dans la boisson, la fuite dans les drogues, OK? C'est pour ça que je vous disais que moi puis le cannabis, là, aujourd'hui, on n'est pas des grands amis. Alors, Justin Trudeau puis moi, OK? Pour le moment, c'est peut-être pas le temps. Alors, mais s'il reste qu'on fuit là-dedans, puis si le cannabis, c'est très peu, on fuit avec tellement je dirais, de psychostimulants qui est donné dans le marché, alors ça crée des problèmes secondaires.
Et ça crée aussi des problèmes d'anxiété, des troubles d'anxiété. Quand tu prends trop de médicaments, tu perds tes moyens, tu perds tes résistances. Là, tu développes d'autres troubles. D'autres troubles qui peuvent aller jusqu'à des troubles de personnalité. Et là, tu as un autre diagnostic, trouble de personnalité limite, trouble histrionique, etc. Okay? Ça finit plus. Alors, ces gens-là sont envahis par des problèmes personnels et souvent sont envahis par des diagnostics. Une petite parenthèse, 10 secondes, faites attention aux diagnostics qui sont prononcés. Vous dites, cet élève-là a tel diagnostic. Faites attention, et parce que l'effet des diagnostics, c'est désastreux. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous-même, que vous auriez un diagnostic, est-ce que vous aimeriez que ça se sache et qu'on s'en sert pour être capable de vous comprendre? T'sais? Parce que même pour être burn-out, tu ne peux pas marquer burn-out. Le médecin, il faut qu'il marque dépression majeure. Puis là, ça reste dans ton dossier pendant multiples années. Hein? Alors, si comme en scolaire, tu as un diagnostic en santé mentale, moi, je ne voyais pas ça quand on était dans la pratique. Un diagnostic de bipolaire, à l'époque, c'était maniaco-dépression. On donnait ça à quelqu'un dans la vingtaine ou fin de la trentaine. Jamais à 8 ans, 9 ans, comme on fait aujourd'hui. Dire à une fille, tu as trouble de personnalité limite à 15 ans, puis généralement, quand tu dis un diagnostic, tu as aussi des antidépresseurs ou un anxiolytique. Alors, faites attention. Ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est un petit côté peut-être paternaliste, un petit côté d'intervenant. Faites attention aux effets des diagnostics que vos élèves peuvent avoir. OK? Donc, faites-vous d'abord une idée, non pas sur le manque, sur ses carences, mais sur ses forces à ce niveau-là. On a aussi des élèves bénéficiaires de l'aide étatique. Je passe un peu plus rapidement qu'on a toujours. Pourquoi pas reconnaître des effets de leur stigmatisation? Moi, je dis souvent, dans des écoles, je l'ai fait, qui ont été sur l'aide sociale, ils ont connu le mépris, la non-reconnaissance, donnez-leur temps, donnez-leur la possibilité de parler comment ça a été difficile, de comment ça a pu être contribué à leur isolement, contribuer à un manque de confiance en soi. Et le fait du stigmate, faites plutôt un effort par rapport à leurs acquis, à leurs forces. Ils arrivent avec des forces, des acquis. Moi, c'est un privilège quand j'ai fait mon doctorat, c'était des jeunes adultes qui étaient sur l'aide sociale, des non-volontaires, et ils m'ont appris à être humble. Je me suis rendu compte que j'étais un peu prétentieux bourgeois. Ils m'ont appris à être humble. Et d'ailleurs, dans la fin, quand ma présentation, je disais, ces 14 personnes-là que j'ai rencontrées m'ont appris. Je veux voir comment les forces, comment ils font tous les moyens qu'ils prennent, des stratégies pour se retrouver du mérite. OK? Donc, l'aide sociale, là, ou de ceux qui sont sur l'aide étatique, avoir une attention particulière. Et on a des clientèles qui sont issues de l'immigration, soit l'immigration interne, je pense, dans les régions, c'est beaucoup les Autochtones qu'on a de plus en plus. Je pense au Saguenay, on a beaucoup des clientèles qui viennent de Masteriache, il y en a qui viennent d'Aubejoine, il y en a qui viennent des réserves. Je regardais, par exemple, à Bécomo, c'est-il la même chose, beaucoup de communautés autochtones, dont l'immigration interne, mais on est aussi interpellé, je ne rentrerai pas dans les détails, beaucoup les clientèles, l'immigration externe, qui de plus en plus en passant, va avoir tendance, ce qu'on observe, et là je vous dis ça sur réserve, à rester dans les régions. Avant, on venait faire un bout de temps dans les régions, et on se retrouvait souvent dans les centres, dans les grands centres. On retournait dans les grandes villes pour retrouver des agglomérations. Maintenant, la tendance, on va voir que l'immigration, les gens restent dans les régions. Donc, l'école, pour eux, c'est un modèle de société d'accueil. C'est le premier milieu, et c'est le milieu professionnel, c'est un lieu où ils vont avoir exorcisé peut-être certaines, je dirais même certaines attentes. Ils arrivent avec des attentes, mais souvent, ces attentes-là, ils voient entre les attentes l'émerveillement. Et ce qu'il est dans la réalité, ça crée un choc. Et c'est à la suite, un peu entre les attentes et les chocs qu'ils vivent, qu'ils vont faire leur adaptation. Donc, de faire un peu la reconnaissance de leur culture, de leurs appréhensions. Et ça, j'ai eu des très beaux témoignages. Dans la région de Sherbrooke, je parlais des gens de Sherbrooke, là, des Serbes, des Croates. OK? J'ai eu des... Le Sherbrooke, c'est du bon monde aussi, là, si on voit. Hein? OK? Mais qui m'ont donné des commentaires, dont justement, c'est des gens qui travaillaient comme dans le taxi en particulier. Et j'ai eu des commentaires, et je pense qu'il faut le dire. Ils ont dit, regarde, dans ces milieux-là, ça nous a aidés. Ça nous a permis non seulement pour la langue,
mais ça nous a permis d'avoir des premiers contacts avec les gens de la place. OK? Premier contact avec la culture du peuple. Une synthèse sur les attentes, donc les axes d'attente andragogiques, qui pour moi est qui est spécifique, ça se recoupe en 3 parties. Une synthèse, attente intellectuelle. Notre rôle, c'est d'anoblir chez l'élève ses capacités intellectuelles et son jugement personnel. Alors, anoblir ses capacités intellectuelles. Ici, je dirais, foncièrement, c'est qu'il est important de savoir intellectuellement si je tue quelqu'un d'important. C'est peut-être important que vous en rameniez aussi, remettiez en perspective la notion d'intelligence. L'intelligence non plus par test, par hiérarchie, par une notation, mais dans le style des intelligences multiples de Goldman, que Daniel Goleman a soutenu dans ses 2 livres, Intelligence relationnelle, Intelligence émotionnelle. Gardner, qui parle particulièrement d'intelligence multiple. OK? Entre autres, Goleman, dans Intelligence relationnelle, il y a un chapitre complet d'une dame qui travaille dans un restaurant et il démontre toute l'intelligibilité de son rapport avec les gens. Et moi, souvent, en travail social, dans les admissions, je disais, ceux qui travaillent dans la restauration, qui sont des coiffures, qui sont dans la coiffure, qui sont dans la restauration, qui sont dans le domaine, dans le public, comment c'est des qualités énormes qu'ils ont. Et le jugement personnel. Pédagogie McCourt, s'il y en a qui, pour faire comprendre, c'est le livre Teacher Men de Frank McCourt. Très rapidement, lui, c'est un professeur, c'est un Irlandais. Il veut essayer d'enseigner une histoire du monde à des jeunes Bronx, des jeunes en difficulté, des gangs de rue de New York. Il se rend compte qu'il n'y a rien qui marche, ils ne veulent rien savoir, ils font des avions, ils tirent des avions, etc. À un moment donné, il commence à parler de lui, parce qu'il est Irlandais d'origine, il commence à parler des protestants qui s'engueulent, qui font la guerre avec des catholiques. Et là, ça les ramène à leur propre réalité. Et tranquillement, cette expérience-là, dans ces pauses McCourt-là qu'il fait, dans ces moments-là, tranquillement, il commence à parler de leur guerre entre eux autres. Il commence à parler des raisons et des malaises et des souffrances qu'ils peuvent vivre. Et tout simplement, ici, l'esprit, c'est qu'il les amène à réfléchir, il les amène à se raconter, il les amène à parler de leur propre vécu. Et dans le livre, il démontre, et dans les livres subséquents, que par ces moments où il fait parler ces gens, leur demander des points de vue sur la réalité politique, il se rend compte qu'il réussit à capter leur intérêt. Il réussit à les emmener à parler, d'être capable de parler de mathématiques ou d'être capable de parler de l'histoire. Donc, le jugement personnel, moi j'ai appris en relation d'aide, c'est pas tant ce que je disais qui est important, c'est l'écoute. Et dans l'écoute, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle et qui donne un point de vue. C'est pas tant ce qu'on dit. En plus, quand on était jeune, quand on était en difficulté, on nous a dit souvent quoi penser. On nous a donné l'impression qu'on n'avait pas de jugement, aussi. Donc, anoblir les capacités intellectuelles, les attentes relationnelles, être considéré comme une personne unique de mérite de la part de ses pairs enseignants. Je reprends ce que Bertrand Schwartz disait, il y en a qu'il faut vraiment qu'ils soient insérés, un sentiment d'appartenance qu'on a dans l'école, avec des collègues, avec d'autres, avec nos pairs. OK? Après ce sentiment, cette insertion sociale, on va être capable, après ça, de se mobiliser, mais il faut qu'on ait un sentiment, parce que souvent, dans les écoles qu'ils ont été considérés comme des élèves en difficulté, des élèves à problème, des colous, toutes sortes de diagnostics, le fait des diagnostics négatifs. Donc, ils ont besoin de retrouver, et surtout aussi de la relation, avec un ou plusieurs enseignants. Pourquoi pas plusieurs? Parce que moi, j'ai appris, je vois de plus en plus que pour bien dans le relationnel, des petits trucs en passant, quand ils racontent des affaires, c'est pas tant des affaires qui se passent en classe, c'est des affaires dans les situations de convivialité informelle. Ah, ils prenaient une puff avec nous autres, à la cafétéria, ils venaient prendre un café. Et vous savez, ces moments informels qui ne sont pas faits par partie de la structure sont extrêmement importants. Il y avait des enseignants dans un endroit, je pense que c'était un CFGA, mais ça peut très, très bien. Il y a une cafétéria, les vendredis matins, les enseignants, pour créer du lien, ils allaient prendre des déjeuners avec leurs étudiants.
bonhomme honnête, c'est une petite gang. À un moment donné, après un mois ou deux, plein d'enseignants, plein d'élèves. Là, la direction arrive. « Hey, on pourrait faire quelque chose. » Les enseignants ont dit « Wow, 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 wow. Laissez ça comme ça. L'informel. Laissez ça comme ça. » Tu sais? Et ils se sont rendus compte que les œufs, le matin, les taux à 35 cents, parce que c'est donné par la coop, il ne faudrait pas trop le dire non plus, mais ce moment informel est un moment de contribution de cette relation-là. Et existentiel, ils ont besoin, parce que ça fait partie de l'andragogie, ils ont besoin de trouver des réponses sur le large de la vie. Ça, au fond, ce que vous apprenez, ce qu'ils apprennent, ils le reproduisent dans le rapport avec le conjoint, le rapport avec les enfants, ils reproduisent chez eux comment gérer leur vie, gérer leur quotidien. Donc, ça a un lien à ce niveau-là. Quel genre d'enseignants maintenant sur lesquels nous sommes interpellés? Je dirais un enseignant andragogue. Et je vais prendre une expression qui vient de Brigitte Voyer, qui est une intervenante qui enseignait à l'Université du Québec à Montréal, dans un de ses livres en 2002, qui disait « Maintenant, nous aurons des enseignants experts, et de l'enseignant expert, nous allons aller vers un enseignant formateur. » Voilà un peu la tendance, eu égard aux attentes plurielles, diversifiées, complexes de nos élèves. Voici à quel type d'enseignant, à quel style d'enseignant. Donc, un enseignant plus formateur. Il y a une approche par la chaleur. Ça, c'est une approche où l'enseignant se préoccupe de l'élève, se soucie de l'élève, du rapport établi. Il y a comme quelque chose qui a, et je comprends, il peut arriver qu'avec certains élèves, peut-être qu'on a moins d'affinité. Et ça, c'est normal, c'est humain. OK? Mais même dans les situations de non-affinité, c'est là que c'est important des fois d'avoir du coaching entre nous. J'appelle ça des périodes de briefing, des périodes où, à un moment donné, des fois, les intervenants, les professionnels peuvent parler, dire « Moi, avec lui puis avec elle, pas capable, je suis sans connaissance. » Parce que n'oublions pas que certains vont être des comportements rébuffades, de rebuffades, revêches. OK? Mais il reste que c'est un enseignant qui travaille par le lien. Et c'est des élèves, certains élèves en particulier, qui ont été poqués, éclopés par la vie. C'est tout de suite le premier item, le premier élément qu'ils attendent. Il faut que je sente qu'il y ait un enseignant qui ait de la chaleur. Et ça, dans mes commentaires reçus d'anciens élèves, ça, c'est souvent revenu. Mais même que les élèves qui disaient, les ex-élèves disaient, il a fallu que ça vienne assez vite parce qu'on risque de les perdre très rapidement. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus en demande. L'autre aussi, enseignant, c'est l'enseignant qui n'approche par la lumière. OK? L'approche par la lumière, c'est l'enseignant qui mettra un accent particulier à rehausser l'estime de soi de l'élève en misant sur le développement de ses habiletés, de ses savoirs. C'est l'enseignant, probablement beaucoup d'entre vous, qui dit « Moi, là, les relations humaines, j'ai un petit peu de misère, puis on est venu me chercher, mais j'ai quand même à cœur de vouloir donner à l'élève des moyens, d'être plus il va être compétent. » Alors, vous savez, quand il dit « à cœur », ça veut dire qu'il va chercher, il y a une préoccupation de chaleur. OK? Il y a une préoccupation de chaleur. On peut être du style lumière, mais on peut avoir aussi de la chaleur qui nous inspire. J'appelle ça, on est une lumière à côté d'un thermostat. Je ne sais pas si mon exemple est bon, là, mais en tout cas, si ce n'est pas bon, vous allez vous en souvenir, vous allez avoir ri. OK? OK? Mais il y a des gens qui vont dire, ben moi, là, les relations humaines, j'ai un petit peu de misère, mais je vais tout faire. Et j'en ai ces enseignants-là. Ils vont tout faire. Et je me rends compte, ces enseignants-là qui parlent, qui disent que je vais tout faire pour l'enseignant. Il y a de la chaleur pas mal dans ce qu'ils font. OK? On a aussi le type d'enseignant, un peu le frame court. L'enseignant qui va avoir une approche par la parole. Et ça, c'est ce qui différencie l'approche pédagogique avec l'approche andragogique. En pédagogie, on enseigne souvent magistralement. On donne des savoirs, on fait assimiler par l'élève, par le jeune, comme s'il faut en emmagasiner, l'engrossir, si vous me permettez l'expression, de savoir. Ici, c'est un enseignant qui est partisan d'une approche faisant appel à la conscience de l'élève, à son jugement personnel. Alors, des approches inductives, participatives, emmener l'élève à
préciser, par exemple, poser le problème, élaborer des solutions, demander son point de vue. Ça, c'est vraiment la particularité andragogique. C'est bien certain que c'est facile que de donner un cours, puis que tu as les étudiants qui sont là pour te parler, puis c'est beaucoup plus facile. De prendre le temps d'amener leur point de vue, d'amener leur échange, d'amener la discussion, c'est là un respect andragogique. Et le quatrième, je dirais, style qui fait partie d'un enseignant formateur, c'est un enseignant qui est soucieux du pouvoir que l'élève peut avoir sur ses conditions de vie, sa gestion de vie. Donc, un élève, un enseignant qui va donner toutes les ressources possibles pour maîtriser sa vie professionnelle, mais aussi qui va amener un élève comme une école qui va se soucier des conditions sociales. Je pense à et ça, j'adore ça, l'AFP. Il y a des gens qui travaillent, qui veulent compléter l'AFP. Alors, souvent, on a organisé des cours de soir, on a organisé même des systèmes de garderie. On a organisé pour amener à voir les gens, il y a des conditions personnelles, des conditions environnementales. Et en même temps, on leur apprend aussi à gérer leur vie parce que souvent, des gens abandonnent la formation parce qu'ils ne sont plus capables de gérer leur vie. Pensons entre autres à nos élèves vulnérables. OK? Donc, apprendre ces conditions-là. Et ma synthèse va venir du cœur. Je crois en vous. Je crois que la formation professionnelle en particulier peut faire beaucoup pour des jeunes adultes et des adultes. N'oublions jamais que le moment charnière entre 16 et 30 ans est extrêmement important pour des individus, pour des personnes. Un moment charnière très important. Que si on ne s'en préoccupe pas, comme si on prend pour acquis souvent que, comme disait Boris Cyrulnik, qu'on prend pour acquis que on est rendu adulte, là, on n'a plus rien à faire. Au contraire, qu'on prend la peine de se préoccuper de cette période-là, non seulement professionnellement, mais aussi dans le large de la vie des gens. Vous allez être des gens de mouvement, des gens qui vont changer les mentalités, qui vont changer les individus. Et moi, j'y crois, parce que je vous l'ai dit au début, je suis arrivé chez vous, comme en CFGA, un peu comme un extraterrestre. Parce que je ne connaissais pas, je ne viens pas de votre milieu. Mais j'entendais parler. Dans les gens que je voyais, dans des situations difficiles, on me parlait CFGA, FP. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. Et je suis, depuis des années, quand je vous rencontre, quand je rencontre souvent des gens dans différents milieux, toujours agréablement surpris parce que, à travers des gars, des fois, qui sont costauds, à travers des gars qui sont manuels, à travers des femmes aussi qui, à un moment donné, travaillent dans des apprentissages, que ce soit dans l'agence pour la secrétariat, que ce soit le PAB, que ce soit en coiffure ou dans d'autres domaines. Il y a aussi ce que je sens, cette volonté, ce désir, mais c'est vraiment cette volonté aussi de considérer les gens comme des personnes et donner, je dirais, je finis là-dessus, soyez quelqu'un pour quelqu'un. Alors, merci beaucoup, puis bon dîner à tout le monde.